Bonjour à tous pour ce deuxième jour des Utopiales de Nantes, de l'édition 2014 du festival. Peut-être certains d'entre vous étaient déjà là hier, peut-être certains d'entre vous arrivent pour la première fois aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde, quoi qu'il en soit. Le festival est là pour vous, avec une belle programmation, des expositions et bien sûr, toujours en lien évidemment avec l'histoire, avec les origines auxquelles nous avions rendu hommage en 2012. Les origines de la science-fiction et notamment Jules Verne. Nous sommes ici dans la ville de Jules Verne, nous sommes ici aux Utopiales dans la maison de Jules Verne et il n'est pas question évidemment de l'oublier un seul instant. Connaître ses racines, c'est aussi préparer son futur et donc les racines verniennes plus que jamais sont vivaces et sont très importantes pour moi en tant que délégué artistique et je pense pour la plupart des auteurs, des artistes, des scientifiques même présents aux Utopiales et dans la programmation. Alors pour cette table ronde sur Nemo, personnage emblématique s'il en est dans l'œuvre de Jules Verne, qui apparaît à plusieurs reprises dans cette œuvre, et qui est peut-être l'une de nos acculturations, l'un de nos héritages culturels verniens les plus forts, les plus puissants. Finalement, tout le monde connaît Nemo, même si on n'a pas lu 20 000 lieues sous les mers. Même si certaines personnes ne reviennent pas à l'œuvre de Jules Verne ou à l'île mystérieuse, tout le monde connaît Nemo. Nemo est connu partout, mondialement, c'est une figure complexe, une figure en clair-obscur, j'ai envie de dire. Et pour évoquer son intelligence, pour évoquer sa personnalité, pour évoquer aussi les raisons pour lesquelles il nous est si familier et en même temps toujours intrigant pour les lecteurs et pour tous les passionnés d'imaginaire, j'ai une très belle table ronde, qui n'est pas ronde, qui n'est pas carrée non plus et qui j'espère sera très, très vivante, avec 4 personnages qui connaissent Nemo, qui fréquentent Nemo, plus ou moins différemment, plus ou moins régulièrement, en tout cas qui ont eu Nemo à un moment donné dans leur parcours. Alors tout à fait à ma gauche, Yves Frémion, voilà, Yves Frémion que je remercie. Alors Yves Frémion est là avant tout parce qu'il est aussi membre du jury du cinéma, invité par M. Frédéric Tan, mais c'est aussi évidemment un immense acteur de la science-fiction française, auteur, essayiste, éditeur, et puis aussi un homme politique qui a eu un parcours très important et qui est un essayiste, un analyste de la vie politique autant que de la vie de l'imaginaire et autant que de la vie littéraire. Et son regard à la fois critique et constructif, j'espère, viendra nous parler de Jules Verne et de Nemo. À ses côtés, Jean-Jacques Régnier, qui est aussi un ami et qui est surtout aussi l'un de nos nouveaux modérateurs cette année. Il a fait une très belle table ronde hier sur pourquoi les méchants sont-ils toujours plus intelligents, une table ronde qui a été très appréciée. Jean-Jacques Régnier travaille aussi, alors il est aussi auteur évidemment, auteur de nouvelles. Il est aussi collaborateur très important de la revue Fiction, publié par Les Moutons Électriques, et donc il travaille étroite liaison avec l'édition Les Moutons Électriques. Et puis c'est un curieux, un érudit de l'histoire de la science-fiction, et donc il va aussi sans doute nous parler de Nemo avec beaucoup de choses. À côté, Jean-Yves Pommier, que vous connaissez déjà, qui est un acteur important ici à Nantes, conférencier, auteur, essayiste, et puis surtout rédacteur en chef de la revue Planète Jules Verne, qui existe maintenant depuis 3 ans, et qui développe un lien, qui crée une communauté entre tous les chercheurs verniens, et qui permet aussi toujours de travailler en partenariat avec notamment Agnès Marcetto et le musée Jules Verne aussi, sur l'actualité vernienne. Jean-Yves, on s'est rencontrés aux Utopiales justement il n'y a pas très longtemps, et encore une fois, félicitations pour cette magnifique revue Planète Jules Verne. Et puis juste à côté de moi, Xavier Mauméjean, un auteur aussi habitué des Utopiales, grand connaisseur des représentations culturelles de la science-fiction, grand connaisseur et grand visitateur ou revisitateur ou explorateur de ces repères fondamentaux, de ces fondations. Xavier Mauméjean est aussi philosophe, diplômé de philosophie, diplômé aussi en histoire des religions, et son œuvre est d'ores et déjà une œuvre incontournable de l'histoire de la science-fiction, et de la science-fiction bien sûr actuelle. Donc merci à tous les 4 d'être là, je suis très fier que vous soyez à mes côtés pour évoquer Nemo. Alors, première chose d'abord, Nemo est-il le personnage le plus intelligent de l'œuvre de Jules Verne? Est-ce que c'est la bonne question? Alors il y a 2 manières d'aborder cette table ronde.
La première, c'est de parler de Nemo, et puis la deuxième, c'est de parler déjà de la notion d'intelligence chez Jules Verne. Moi, je suis juriste de formation, et je sais que lorsqu'on lance un débat, il faut d'abord maîtriser les termes. Alors, puisqu'on a ici des acteurs du milieu de la science-fiction qui ont fréquenté Jules Verne, et en particulier ont fréquenté 20 milieux sous les mers, j'aimerais d'abord leur demander, en première analyse, peut-être à Xavier, à côté de moi, que peut-on dire de l'intelligence selon Jules Verne? Quelle est la conception de l'intelligence chez Jules Verne? Et on verra ensuite si effectivement c'est Nemo qui l'incarne le mieux. Merci. Chez Jules Verne, il me semble, il y a une intelligence en deux temps. Il y a, ces deux temps étant parfaitement maîtrisés, il y a l'intelligence de l'écrivain Jules Verne qui, me semble-t-il, se distingue de l'homme Jules Verne. Et cette intelligence qui est vaste, riche, généreuse, va créer un cadre, donc un cadre de fiction, de manière à permettre à des subjectivités singulières, ces personnages, d'évoluer, avec là, cette fois-ci, des traits moraux, des traits humains, des traits politiques, même des caractères aventureux qui vont évoluer, et là, donc, dans ce deuxième temps, dire peut-être ce que sont les goûts, les intentions, les présupposés moraux de Jules Verne. Mais il me semble que c'est un travail de création qui est parfaitement maîtrisé, parce que les recherches qu'effectue en amont l'auteur le prouvent, mais il distingue, sans que ce soit, il n'y a pas besoin d'appareil clinique, pas question de parler d'intelligence schizoïde, il distingue parfaitement en bon travail de création une raison élaboratrice qui va créer l'univers dans lequel vont évoluer ces personnages, et des subjectivités singulières dans lesquelles vont se diffracter tous les éléments à travers ces personnages que Jules Verne veut mettre en avant. Et j'en dirai pas plus, mais en effet, au sein de ce deuxième temps, de ces individualités créées, Nemo a, me semble-t-il, une place extrêmement particulière et très novatrice, notamment, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, en ce qui concerne les recherches cliniques qu'il devance de 30 à 40 ans. D'accord, merci beaucoup. Voilà un premier regard très important sur la raison déjà de cette place particulière de Nemo et la conception vernienne de l'intelligence qui est forcément aussi en prise avec le 19e siècle, on va y revenir. Jean-Yves, que peux-tu, toi, spécialiste en vernien que tu es, évidemment, nous parler, nous dire sur l'intelligence selon Jules Verne? Voilà, toujours sur cette question-là de première. Donc sur ce point-là, je reviendrai sur Nemo après dans les autres questions. Je crois que Jules Verne a voulu créer un genre littéraire nouveau. C'était compliqué, ça n'existait pas, et de ce fait, il n'a pas été tout à fait reconnu, au moins par la République des lettres, si on peut s'exprimer ainsi, de l'époque. Il en était un petit peu déçu. Mais il a quand même réussi à créer ce genre, et juste pour faire court et simple, on peut le résumer ainsi, c'est le savoir en action. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est son fil conducteur, essayer de transmettre un peu toutes ces connaissances encyclopédiques et diverses de son temps, qui étaient en grand mouvement au XIXe siècle, pour les mettre en action sous l'angle du roman, d'une littérature donc, qui n'a pas été vraiment reconnue, mais qui est aussi empreinte de poésie, qu'on réévalue aujourd'hui à un autre niveau. Très bien, donc on se confirme bien dans cette idée d'une intelligence qui agit sur le monde. On n'est pas ici déjà dans une intelligence théorique, une intelligence du savoir ou de l'érudition, c'est pas ce que veut montrer Jules Verne, même si la bibliothèque du Nautilus est impressionnante, mais une intelligence de l'action. Alors moi évidemment, quand j'entends parler d'intelligence de l'action, je pense immédiatement, de ma formation, dans le rapport que j'ai à la science-fiction, à l'action politique. Est-ce que l'intelligence chez Jules Verne est une intelligence politique? Est-ce que par exemple l'œuvre de Jules Verne vise à peut-être critiquer ou faire changer la société? Alors je vais me tourner, je vais temporairement sauter par-dessus les épaules, certes géantes, de Jean-Jacques Régnier pour atteindre directement Yves Frémion. Yves, dans ton rapport à l'œuvre globale de Jules Verne, sans encore rentrer tout de suite sur Nemo, est-ce que d'abord tu sens cette intelligence entre guillemets politique ou pas du tout? Et est-ce que tu peux avoir un regard justement sur cette notion même d'intelligence, d'action dans l'œuvre de Jules Verne? D'abord, Jules Verne avait des idées politiques qui ont été analysées
par des essayistes, et en même temps, c'était pas le cœur de ce qu'il voulait dire. C'était une case dans la multiplicité de ces thématiques. Et effectivement, Nemo, c'est le personnage qui est le plus politique. Enfin, de ce que je connais, moi, je ne suis pas un vernien absolu, mais c'est le plus politique. Et c'est aussi, pour moi, le seul personnage qui... Parce que Verne est un grand créateur de personnages. Ces personnages, on s'en souvient même des personnages secondaires. Ces personnages sont très crédibles. Mais Nemo, il a une dimension de plus, c'est que il approche du mythe. Finalement, Nemo, c'est quelqu'un qui il a le désir d'être un maître du monde, mais il n'aime pas du tout le monde dans lequel il est, donc il n'a pas envie d'être le maître du monde dans lequel il est. Donc il s'en fabrique un, qui est soit limité à son navire, soit limité à l'ensemble de la surface sous-marine. Et c'est très pratique, d'être le maître d'un monde où on n'est pas trop embêté par les autres. Finalement, on rêve tous d'être le maître de notre monde. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous êtes tous des acteurs, même au titre de figurants, de mon monde à moi. Et depuis quelques minutes où vous me voyez là, je deviens figurant du monde de chacun des personnes qui sont là. Et finalement, c'est ça que je ressens d'abord avec Nemo. En plus, il combine à la fois... souvent, Nemo a été mis en avant par des gens qui en font un libertaire. Mais les libertaires, c'est plutôt des gens qui agissent collectivement. Donc c'est un libertaire individualiste. Et en même temps, c'est vrai que c'est quelqu'un, tu évoquais sa bibliothèque par exemple, on évoquait son savoir, on évoquait tout ça. C'est quelqu'un qui a acquis manifestement, alors je ne sais pas si on place ça dans l'intelligence, mais en tout cas il a acquis une culture très au-dessus de celle de ses contemporains. Et donc il se retrouve dans cette situation qui est celle de tous les gens qui ont une intelligence supérieure, c'est de vivre avec une intelligence supérieure dans un monde qui n'en a rien à fiche. L'intelligence ne sert à rien dans la société. Elle sert dans l'exercice d'un métier, surtout si on est scientifique ou si on enseigne, etc. Mais dans la société, c'est un handicap, l'intelligence. Je ne suis pas en train de vous dire ne soyez pas trop intelligents si vous voulez vivre ensemble, mais ça ne sert à rien, c'est un handicap. Dans la plupart des sociétés, c'est un handicap. Si ça n'était pas un handicap, évidemment, nous aurions, par exemple, puisque je parle de politique, nous aurions au sommet des différents États les gens les plus intelligents. Si c'était arrivé une seule fois quelque part, ça se saurait. Donc, quelque part, les éléments d'intelligence, de savoir et de culture de Nemo augmentent le handicap qu'il a dans la relation qu'il pourrait avoir avec le monde dans lequel il vit. Voilà sa difficulté. C'est pour ça que quelque part, il touche au mythe, parce que c'est un type de personnage qu'on pourrait rencontrer dans n'importe quelle civilisation, à n'importe quelle époque. Il y a eu des gens comme ça qui sont retrouvés dans cette situation-là, et dans l'histoire de l'art, par exemple, de la littérature, on voit plein de gens comme ça qui ont vécu très repliés sur eux-mêmes dans leur petit univers, parce que simplement, le fait de l'ensemble du savoir qui était le leur, de l'intelligence qu'ils pouvaient développer à partir de ce savoir, les mettait en situation de handicap social. Voilà. Ok, donc surtout cette dimension vraiment politique, que tu confirmes bien, donc ça c'est très important. Alors on va pouvoir en discuter, bien sûr. Jean-Yves, si tu veux, sur ce plan politique, oui, excuse. Je ne voilà, veux pas m'opposer, mais juste la discussion. Sur ce plan politique, on a pas mal d'éléments dans les échanges que l'auteur, Jules Verne, avait avec son éditeur Hetzel, qui sont très importants. Et Va mieux sous les mers, c'est le livre qui a pris le plus de temps à Jules Verne. Il a mis 5 ans à l'écrire, il l'a beaucoup travaillé, c'est un livre qu'il a porté, qu'il considère comme son principal chef-d'œuvre, je crois. Et avec Hetzel, ils ont eu de grands débats, et notamment sur ces questions politiques et sur qui était Nemo, ce personnage mystérieux, il le reste dans le livre. Jules Verne voulait en faire un Polonais qui se rebelle contre les Russes qui ont martyrisé son pays à l'époque, la Pologne. Et Jules Hetzel lui dit non, surtout pas.
va se fâcher avec la Russie, l'ambassadeur va pas être content, sur le plan commercial c'est pas bon, donc mais je viens de dire, mais moi je fais pas de politique, c'est pas ça, c'est je prends une situation. Alors il le transformera dans le second roman, L'île mystérieuse, en un prince hindou qui se révolte, lui, c'est la révolte des Sipais, et qui sera le thème d'un autre roman, La maison à vapeur. Cette transformation n'est pas très crédible parce que le Nemo du premier roman a rien d'un hindou, alors vraiment rien du tout, aucune caractéristique. Mais bon, c'est comme ça. Et le deuxième indice qu'on peut avoir sur la relation avec le politique, c'est quel a été le modèle de Nemo, d'après ce qu'on a pu en savoir, ce qu'en ont dit les uns et les autres. D'abord, l'image qu'on donne de l'illustrateur Ryu est inspirée très fortement, c'est dit, c'est écrit, du colonel Charras, qui était un rebelle par rapport à Napoléon III. Il a été arrêté le 1er décembre, et bon, c'était donc une forme de rebelle. Et les hommes qui ont pu l'inspirer, c'est notamment Reclus, son ami géographe, et aussi on parle de Gustave Flourens, qui était un communard, comme Pascal Brousset, qui a coécrit les livres. Donc c'est pas la représentation directe, mais c'est des sources d'inspiration. Donc il y a des sources d'inspiration de ce type chez Jules Verne, sans qu'elles soient totalement explicites. Oui, voilà, donc merci de ces compléments. On reste toujours donc dans l'idée d'une influence d'une genèse presque politique ou politiste même de Nemo par certains côtés. Alors, il y a quand même deux autres aspects très importants de l'intelligence de Nemo, l'aspect peut-être plus littéraire, l'aspect plutôt plus scientifique, mais d'abord parole à Jean-Jacques Régnier, qui a eu la gentillesse d'attendre jusque-là. Jean-Jacques, alors Nemo pour toi, et puis je te renvoie aussi la question du tout début, parce que tu ne t'es pas exprimé sur ça, sur qu'est-ce qui, pour Jules Verne, est intelligence, et est-ce que Nemo en est peut-être la meilleure incarnation? Oui, Nemo, pour moi, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Quand j'avais une douzaine d'années, j'ai eu la chance de passer les vacances dans une maison familiale, vieille maison familiale, et au grenier, tenez-vous bien, il y avait la collection complète des voyages extraordinaires dans l'édition Hetzel, une des diverses éditions Hetzel successives, je pense qu'elle datait de la fin du siècle, fin du 19e siècle. Donc j'ai lu tous les mots là-dedans. Et je me souviens tout à fait de 20 minutes sous les mers, de la vision que j'ai eue du capitaine Nemo, qui pour moi était un homme sévère, instruit, rigide, mais assez intelligent pour que ses qualités de sévérité et de rigidité ne l'empêchent pas d'agir quand même et d'être écouté et d'être entendu. Et d'être entendu par des gens comme le professeur Aronnax, intelligents, eux-mêmes ouverts, donc a priori tout à fait peu réceptifs à tout ce qu'il pouvait raconter de son désir politique éventuel, mais assez intelligent pour arriver à les convaincre au moins à moitié. Et cette personnalité m'avait beaucoup fasciné. Et comme j'avais un oncle assez sévère, comme moi-même j'étais pas grand, j'avais 12 ans, j'ai fait une espèce d'assimilation entre les deux. Donc pour moi, le capitaine Nemo, c'est mon oncle.